Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 4 romans à vous présenter, dont un troisième tome, un deuxième tome et un one shot ainsi qu'un premier tome de saga, et du coup on va commencer tout de suite. Le premier roman que je dois vous présenter, il s'agit du troisième tome de la trilogie L'Élite de Joël Charbonneau qui s'intitule Dernière épreuve et publié aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Donc c'est un troisième tome, donc je vais pas vous faire de résumé et je vais en parler très brièvement, surtout que j'ai un avis assez mitigé. On continue à suivre Sia dans cette histoire du test. Je vous invite quand même à regarder, à lire le résumé du tome 1 si ça vous intéresse, parce que je vais clairement pas parler du résumé. Comment dire, c'était un troisième tome en demi-teinte. J'ai bien aimé retrouver Sia, même si j'ai toujours du mal avec les autres personnages. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop et qu'ils sont pas assez caractéristiques pour que je les reconnaisse à chaque fois. Mais j'ai bien aimé, voilà, reçu ces personnages. Mais j'ai eu un problème au niveau de l'intrigue. On va dire que le roman, alors moi je l'ai lu en e-book, donc le roman fait à peu près 250 pages, un truc comme ça. Et sur les 250 pages, on va dire que les 200 premières pages à peu près, 180 premières pages, ne parlent de rien en fait. Il n'y a pas d'intrigue, il ne se passe clairement rien, c'est que les réflexions de Sia, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, etc. L'intrigue n'a rien d'exceptionnel non plus. Clairement, je m'y attendais un petit peu à cette fin-là, et voilà, j'ai pas trouvé la fin originale, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de rythme. L'écriture de Joël Charbonneau est toujours aussi belle, enfin belle, dans le sens où elle est addictive, agréable à lire et très fluide, mais vraiment j'ai eu un problème avec l'intrigue et j'ai trouvé ça dommage pour une trilogie qui avait si bien commencé. Le deuxième tome a été une bonne lecture, mais sans plus. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur et je trouve ça vraiment dommage de finir sur cette pointe, sur cette note négative au niveau du troisième tome. Ensuite, je vous parlais d'un deuxième tome. Il s'agit de deuxième tome d'une Bresse sous la cendre, Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, ce roman, le premier tome, j'avais eu un énorme coup de cœur il y a 1 an et demi à peu près. J'avais hâte de me plonger dans la suite. Je l'ai reçu à Noël et j'ai essayé de le faire un petit peu traîner parce que le troisième tome, on va attendre un petit moment avant de l'avoir encore une fois. Et du coup, je me suis quand même lancée en ce mois, je sais plus si c'était si c'était au mois de mars. Et alors, ça a été une très très bonne lecture. J'ai adoré retrouver les personnages de Elias et Laïa. Alors Elias, j'ai adoré son personnage, encore une fois, c'est vraiment un personnage qui a beaucoup de valeur, beaucoup de courage, qui est vraiment... j'adore le suivre ce personnage, qui est aussi sentimental, voilà, il est touchant comme personnage, mais par contre j'ai eu un gros problème avec le personnage de Laïa. J'avais beaucoup aimé son évolution dans le premier tome, elle devenait une femme battante, et vraiment c'était une femme courageuse que j'avais beaucoup aimé à la fin du premier tome, et là j'ai l'impression qu'on régresse totalement dans ce tome-là. Le personnage est un peu descendu en dessous de mon estime. Elle fait très naïve, elle se fait encore embarquer dans des situations, on se dit mais avec le premier tome elle l'a pas compris, elle a pas appris de ses erreurs, et voilà, j'ai pas trouvé qu'elle avait grand chose d'attrayant dans ce deuxième tome et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà, c'était vraiment une petite déception au niveau de ce personnage-là. Pour ce qui est de l'univers, de l'intrigue, on est sur un tome passerelle, je sais pas comment on appelle ça, un tome où il se passe pas grand chose, mais c'est une transition, un tome de transition entre le tome 1 et le tome 3 et les tomes suivants. Il se passe pas des trucs de ouf non plus, on a de l'action, on a des réflexions, mais par contre on n'a aucune révélation durant en tout cas les 3/4 du roman. Et il y a seulement vers la fin, on a des révélations, on a des choses qui nous intriguent et qui font qu'on a envie de lire le tome 3. Et je trouvais ça dommage qu'elle nous ait pas mis ça au fur et à mesure de l'histoire plutôt que nous mettre tout dans le dernier quart du roman. Même si les 3 premiers quarts sont assez intéressants, mais du coup il manquait ce petit moment de révélation, genre en fin de tome, qu'il se passe vraiment quelque chose qui fasse ah mais oui on veut savoir la suite. Et voilà, j'ai trouvé ça peut-être un tout petit peu dommage et c'est ça qui m'a fait penser à un tome de transition, c'est le fait qu'on ait très peu de découvertes et qu'en fait elle nous fait plutôt une attente du tome 3. Pour ce qui est de l'écriture, elle est toujours aussi agréable, fluide, c'est vraiment une plume addictive au possible, c'est pour ça aussi que j'ai continué mon roman. Et ma lecture c'était vraiment génial, j'ai adoré retrouver la plume de Sabaa Tahir. Mais voilà, je m'attendais aussi au niveau de l'univers pour en rajouter un petit peu. On est sur un univers où on a des créatures des sables, on est dans un roman fantasy.
Et on a des créatures des sables, style djinn, etc. J'ai plus les autres noms, mais parce que c'est pas forcément quelque chose avec lesquels j'ai l'habitude. Et ce que j'ai trouvé dommage ici, c'est qu'en fait, on en a un petit peu, mais genre vraiment sur le roman en tout, on va avoir 1%, 2% de cet aspect-là de l'univers. Et je trouve ça vraiment dommage parce que à la fin du premier tome, on nous en avait montré quand même un petit peu et ça m'a vraiment donné de l'eau à la bouche. Et là, je m'attendais à en avoir un peu plus et finalement, bah pas tant que ça en fait. J'espère que dans les tomes suivants, elle va le développer cette intrigue parce que cet aspect de l'intrigue, cet aspect de l'univers, parce que c'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais beaucoup en voir un peu plus et en apprendre un peu plus. Du coup, je vous recommande quand même ce tome 2 ainsi que le tome 1 si vous ne l'avez toujours pas lu parce que c'est vraiment une saga génialissime que je vous conseille vraiment à 1000% et j'ai hâte d'avoir le tome 3 même si on va devoir attendre un long moment. Ensuite, pour le troisième livre, je vais vous parler du clan suspendu de Étienne Guéraud, ou Géraud, mais je pense que c'est plutôt Guéraud, aux éditions de Noël. C'est un roman qui est sorti à la rentrée littéraire en 2015, si je me souviens bien. Le résumé m'avait plutôt accroché, ça me faisait plutôt penser à un roman un peu fantastique, et moi je trouvais ça bizarre pour de la rentrée littéraire, on est surtout sur du contemporain, de l'historique en général, et du coup ce roman m'avait un peu mis la puce à l'oreille, et du coup je me suis laissée tenter, je l'ai enfin lu, donc ça fait quand même un bail que je l'ai. Et j'ai été assez déçue, j'ai été assez mitigée par ce roman. Je pense que je me laisserai pas forcément tenter par d'autres romans de la rentrée littéraire parce que c'est clairement pas mon style habituellement. Et je pense que ce roman m'a un peu refroidi. Donc au niveau du résumé, je vais vous lire les 4 petites phrases qui m'ont accroché dès le début. Après je vais pas vous lire tout le résumé mais vraiment les 4 petites phrases afin de vous donner un peu le résumé global. Donc un clan haut perché dans les bois, un ennemi étrange, seule une jeune fille osera désobéir afin d'échapper à son destin. Donc en gros on va sur Ismen, donc c'est qui est cette jeune fille, qui vit dans un clan qui est perché dans les arbres, voilà, un village entier, ils sont environ 20-25, et on va suivre Ismen qui ne peut pas descendre en fait de ce village, personne ne peut descendre car en dessous on a une sorte de menace, on a un ogre, voilà, une ogresse plutôt parce que c'est une femme, qui tuerait ou déchiqueterait toutes les personnes qui descendent des arbres pour maintes et maintes raisons, pour chasser ou autre. Donc du coup c'était quand même un roman qui me tentait beaucoup, je trouvais ça très intéressant comme concept et finalement j'ai été assez déçue déjà par le personnage principal, Lismen. Alors on est sur un personnage principal qui est très très naïf, elle a tendance à être la victime de tout et elle n'a aucune once de rébellion ou elle n'est pas du tout intrépide en fait. Je m'attendais vraiment à un personnage, en général on attend des personnages principaux, que ce soit des personnages qui ont envie de se rebeller, qui vont tenter des choses, qui vont peut-être... ça va peut-être être un échec, mais on attend qu'ils voilà, tentent des choses, qu'ils se rebellent un minimum, qu'ils essayent de se faire une place dans le roman en fait. Et là, pas du tout. En fait, je me suis demandé pourquoi l'auteur avait choisi Ismen comme personnage principal, parce que finalement, elle va, comme ils disent, désobéir afin d'échapper à son destin. Comme c'est dit dans le résumé, elle va le faire, mais au dernier quart du roman. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers quarts du roman, on va parler clairement que de la vie de ce clan dans les arbres. Alors ça reste intéressant, mais c'est pas pour ça que j'étais venue à la base. Moi je m'attendais voilà, à ce que je découvre qui est cette ogresse, pourquoi ils habitent dans les arbres, etc. Enfin c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéressait à la base dans le roman, et c'était beaucoup trop long à mon goût. L'histoire, voilà, c'est ça, il y a eu un problème de rythme. Un problème d'intérêt aussi, voilà, parce que les 3 premiers quarts, c'était pas forcément, même si ça reste intéressant, mais c'était pas pour ça qu'on... C'est pas ce qu'on nous vend dans le résumé, en fait, clairement. Sinon au niveau de la plume de Étienne Guéraud, c'est une plume très travaillée que j'ai beaucoup aimée, c'est peut-être pour ça que j'ai continué à lire le livre jusqu'au bout. C'est une plume très travaillée qui m'a appris certains mots aussi. Alors il y a eu peut-être un point qui m'a chiffonné aussi, c'est que l'auteur a avoir cette fameuse tendance comment dire, à utiliser les thèmes des excréments, du vomi, de la diarrhée dans son roman afin de présenter son univers. Comment je vais vous expliquer ça? En gros on est dans un monde, voilà, dans un clan qui est dans les arbres, donc ils sont au retour aux lois de la nature, hein. Ils sont, voilà, ils mangent ce qu'ils chassent, ce qu'ils trouvent dans les arbres, etc. Donc en gros tout ce qui est problème digestif, tout ça, ils n'y font pas forcément attention.
mais j'aurais aimé que l'auteur ne fasse pas forcément une fixette dessus. Il y a même une scène qui m'a totalement dégoûtée en fait par rapport à ça. Et voilà, enfin je veux dire, ok d'accord, ils vont aux toilettes, on n'est pas forcément obligé de savoir tout ce qu'ils ont, s'ils ont la diarrhée, etc. Que ça les soulage, voilà, enfin c'est clairement pas un thème qui m'a intéressée, j'ai pas trop compris, enfin je dis ok d'accord, ils sont dans les arbres, ils sont devenus à un air primitif, on peut dire ça un peu comme ça, mais c'est pas pour autant que je veux tout savoir sur leurs problèmes digestifs et ce qu'il y a aux toilettes, voilà. Donc c'est vraiment un petit point qui m'a un peu dérangée et limite dégoûtée par moments, et je trouve ça un peu dommage. Ça reste une lecture quand même très mitigée. Il est sorti en poche sous le même nom, au livre de poche, dans leur collection fantastique. Et je ne sais pas dans quel genre je pourrais placer ce roman, si c'est du fantastique, si c'est du contemporain, c'est un peu un mélange des deux. C'est assez particulier comme roman, mais si il vous intrigue, laissez-vous tenter, j'aimerais beaucoup en parler avec vous parce que j'avoue que c'est un roman que j'ai vu passer nulle part et voilà, j'aimerais beaucoup en parler avec quelqu'un parce que c'est quand même une lecture qui m'a profondément dérangée. Et enfin, je vais vous parler brièvement du tome 1 de L'héritier des Draconis, le tome 1 Draconia de Carina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Je remercie les éditions Gulfstream pour m'avoir envoyé ce service presse. Alors comme vous pouvez le voir, ma soeur s'est jetée dessus à la fin de ma lecture. Elle adore ce style d'histoire avec des dragons et du coup c'est son marque-page qu'on voit là. Donc dans ce roman, on va suivre Elliot, Tamara et Gédéon qui sont un petit trio d'amis. On va suivre en particulier Elliot qui a cette particularité que quand il s'énerve, il y a des flammes qui s'allument dans ses yeux et il peut donner vie à des reptiles qui sont sur des images ou des sculptures. Un soir, avec sa copine Tamara, ils vont avec un télescope regarder l'espace parce qu'il y a un grand événement, une étoile filante devrait arriver et finalement ils vont trouver une sphère qui va traverser le ciel et atterrir près de sa maison. Et sur cette sphère il y avait un homme, ils vont être très curieux, ils vont s'approcher de cette sphère et vont être transférés dans un monde qui est Draconia. C'est un monde de fantasy où Elliot va découvrir des choses sur sa vie et son destin. Donc on est sur un roman très jeunesse, à partir environ de 8 ans, je dirais 8-10 ans, qui parle surtout des dragons. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Les personnages d'Elliot, Tamara et Gédéon sont vraiment des petits personnages, ils ont environ 10 ans, ils sont à l'école primaire, ils sont vraiment super mignons à suivre et tout. Alors je me suis pas forcément attachée parce que j'ai 17 ans, mais vraiment c'était une petite histoire super mignonne. Au niveau de l'intrigue, en fait, l'auteur, elle va placer toute son intrigue, tout son univers dans ce premier tome, et du coup, l'intrigue n'avance pas. En fait, à la fin du tome, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas avancé dans l'intrigue. On connaissait tout de l'intrigue, mais on n'avait pas avancé dedans, en fait. Donc je ressens poil dommage, elle aurait peut-être pu, avec 300 pages pour un roman jeunesse, faire avancer un tout petit peu son intrigue, histoire de nous donner envie de lire la suite, mais du coup là elle a juste mis en place en fait son intrigue et son univers. On reste sur quelque chose de très intéressant tout de même, on est sur des dragons, je vais pas trop vous en dire non plus parce que j'ai pas forcément envie de vous spoiler et il est assez court. Mais j'ai beaucoup aimé aussi retrouver La plume de Carina Rosenfeld. J'avais eu un gros problème avec son roman La symphonie des abysses, mais finalement je me suis un peu réconciliée avec l'auteur, avec ce roman. Ça a été un roman jeunesse vraiment sympathique à lire. Le travail éditorial sur ce roman est vraiment sublime, hein. Franchement le travail qu'a fait les éditions Gulfstream est vraiment dingue. Mais voilà, ça a été une très bonne lecture jeunesse que je conseille à partir de 8 ans s'ils veulent débuter dans le fantastique, fantasy et découvrir une plume qui va enrichir leur vocabulaire parce qu'on n'est pas forcément sur une plume toute simple, mais on est sur une plume qui va forcément faire travailler un peu le cerveau des petits, et ça je trouve ça quand même super cool. Donc je vous le conseille grandement. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!